Je vais t'expliquer ce qu'est la dynamique du capteur de ta caméra et comment cette dynamique elle est répartie en fonction de la valeur ISO afin d'obtenir une image propre, correctement exposée. La dynamique, en l'occurrence celle du capteur d'une caméra, c'est tout simplement l'écart d'intensité lumineuse que peut capter le capteur. L'écart entre le point le plus lumineux et le point le plus sombre. On la mesure en stop, ça te dit probablement quelque chose parce qu'il y a plein de choses qui se mesurent en stop, à savoir que quand on ajoute un stop, ça signifie que l'on va doubler l'intensité lumineuse. Sur le marché des caméras hybrides, de manière générale, la dynamique du capteur de ta caméra, en moyenne, il a une dynamique entre 12 à 13 stops, ce qui est déjà très bien, mais il y a des caméras qui montent au-delà et puis des caméras ciné qui ont sans problème une dynamique de 15, 16, 17 stops. C'est tout simplement énorme et ça signifie qu'elle peut capter beaucoup d'informations dans les zones d'ombre et dans les fortes intensités lumineuses. Mais alors en quoi la dynamique est importante en tant que vidéaste et même photographe, c'est aussi le cas. C'est ce qui va en fait en partie déterminer sur une scène avec une très forte dynamique si ton ciel n'est pas cramé, tes ombres pas bruitées et une peau avec encore de la matière, de la texture et pas qu'elle soit complètement cramée. Et aussi si tu choisis de sacrifier certaines zones dans ton image, des zones où on n'aura plus d'informations, on ne pourra pas les récupérer parce qu'en fait dans la majorité des cas il est presque jamais possible d'exposer une image à la perfection et que l'on puisse récupérer toutes les informations. Les ISO, tu le sais, tu en as probablement déjà entendu parler, mais je répète, c'est une amplification du signal. Ça permet d'amplifier ou de désamplifier notre signal. Mais ce n'est en aucun cas un réglage d'exposition du capteur. En jouant sur les ISO, ton capteur il reçoit en aucun cas plus ou moins de lumière. Ça n'a pas changé. En revanche, tu ne le sais peut-être pas, mais le réglage ISO permet de jouer sur la répartition de la dynamique dans les hautes et dans les basses lumières. C'est vrai et ça a même une importance capitale. Pour introduire le sujet, petite anecdote, il faut savoir que c'est pas du tout rare qu'il y ait des films qui soient tournés à 3200 ISO lors d'une scène en extérieur en plein soleil. Pourquoi ce choix? Tout simplement pour avoir une meilleure dynamique dans les hautes lumières. Ton capteur, lui, on l'a vu, il a une dynamique qui est fixe, on va dire 14 stops. Cette dynamique, elle va pas du tout changer, on va pas avoir des stops en plus et des stops qui vont disparaître. Mais par contre, cette jauge, elle va venir se déplacer soit dans les hautes, soit dans les basses lumières en fonction de cette valeur ISO. Et cette jauge, elle va se déplacer autour d'un point. Ce point, c'est une valeur de référence, le gris 18%. Par exemple ici avec la FX3 en S-Log3, lorsque je suis sur ma base low 800 ISO, on va avoir une répartition de la dynamique de 6 stops dans les hautes lumières et 9 dans les basses lumières. Par contre si je monte de 1 stop mes ISO, donc on passe à 1600, là cette fois-ci je vais avoir 7 stops de dynamique dans les hautes lumières et 8 dans les basses. Sur les caméras avec un double ISO natif, le principe c'est exactement le même à la seconde base ou voire même à la troisième base, sauf qu'on va avoir un reset. Donc en fait la dynamique elle est répartie exactement de la même manière entre la base ISO haute et la basse. Mais encore une fois, tout ça, ça s'articule autour d'un point de référence, le gris 18%, et c'est important de comprendre comment ça marche. Le gris 18%, c'est une référence universelle parce que c'est la luminance moyenne d'une scène réelle. Chez Sony, lors d'une prise de vue en S-Log3, ton gris 18%, il doit être exposé à 41 IRE. Alors, en fonction des marques, etc., cette valeur, elle va changer un petit peu, mais globalement, voilà, sur la plupart des logs, ton gris va être exposé entre 40 à 48 IRE. Tu n'es pas obligé de respecter cette règle, mais si tu ne la respectes pas, en fait, sans vraiment le savoir, tu vas déplacer ta dynamique dans les hautes ou dans les basses lumières et ainsi avoir par exemple beaucoup de bruit dans tes basses lumières ou à l'inverse, avoir peu de dynamique dans les hautes lumières. Exposer son signal log le plus haut possible dans les scopes ou le plus à droite par rapport à l'histogramme, c'est la fameuse technique ETTR, Expose to the Right. En soi, ce n'est pas une mauvaise méthode, c'est même très bien. Mais le problème avec tout ça, c'est que certes, tu vas avoir un signal qui est hyper clean avec très peu de bruit dans des basses lumières en fonction des conditions, mais par contre, tu vas venir compresser tes hautes lumières et donc avoir un roll-off qui est plus dur et une progressivité dans les hautes lumières qui est un peu plus réduite. Et enfin, dernière chose que j'aimerais ajouter pour que tu puisses pleinement comprendre, l'exposition d'une image, ça se fait à l'aide de plusieurs paramètres. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition ou même le carré, tu appelles ça comme tu veux. Tu vas avoir tes ISO, ton ouverture, ton shutter speed et même ton filtre ND. Si je décide de monter de 1 stop mes ISO pour avoir un stop de plus de dynamique dans les hautes lumières, forcément, il va falloir que j'interagisse sur un autre réglage d'exposition pour venir diminuer de 1 stop l'intensité lumineuse qui arrive au capteur. Donc concrètement, comment ça se passe tout ça au moment de la prise de vue? Donc on est avec la FX3 et puis un petit Atomo juste au-dessus pour te montrer aussi comment ça se passe avec les false colors. Ici on peut voir derrière moi qu'on a quand même une très belle dynamique dans les hautes lumières et on n'a quasiment pas de basse lumière.
Du moins, je pense que je vais pas avoir besoin de récupérer grand chose dans les basses lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à 3200 ISO pour avoir 2 stops de dynamique en plus dans les hautes lumières. Je vais venir cliquer sur mes ISO. Ici, on a l'index d'exposition qui s'est ouvert et puis je vais monter à 3200 ISO. Je vais venir prendre mon color checker, le positionner devant la caméra, devant mon sujet, hein, pas juste devant. Il faut que ça soit à la vue de tous les éclairages. Et je vais faire en sorte que, avec les false colors, je sois entre le gris et le vert puisque ça correspond à peu près à 41 IRE. Avec les zébras, c'est exactement le même principe, mais il faudra paramétrer les zébras à 41. Voilà, je suis correctement exposé puisqu'on peut voir que mon gris 18, il est à la limite du vert gris. Mais le problème, comme tu peux le voir ici, hein, on est encore complètement orange au niveau du ciel et puis sur l'écran de la FX3, on est complètement zébré. C'est que sur un gros contre-jour comme ça, tu as beau exposer correctement ton gris à 18%, et ben en fait, on a une dynamique qui est bien trop importante dans les hautes lumières, ce qui fait qu'on est complètement cramé. Donc ce qu'il va falloir faire, il y a plusieurs solutions. Soit tu es un opérateur tout seul et tu as juste envie de filmer un paysage, auquel cas ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement fermer notre ND jusqu'à être correctement exposé au niveau du ciel. Ou sinon, c'est la meilleure méthode, c'est celle qu'on va employer la majorité du temps au cinéma, c'est qu'on va essayer de diminuer cette dynamique entre le premier plan qui est ici très sombre et puis l'arrière-plan, le ciel qui est très éclairé. Et pour cela, eh ben, on va amener de l'éclairage. Pour rehausser mon premier plan, on est maintenant en condition de basse luminosité, alors on n'est pas non plus en forêt en pleine nuit, mais enfin quand même, ça reste pas non plus super évident pour ce genre de caméra, puisque là je suis avec ma Red Scarlett W, donc une DCM-C2, qui n'a pas du tout la même sensibilité ISO qu'une FX3, un Z8, enfin un boîtier moderne d'aujourd'hui, tout simplement parce que le capteur est très ancien et donc il est moins sensible à la lumière. Bref, ici comme on est en basse luminosité et je sais très bien que ça va bruiter au niveau du mur derrière moi, et ben j'ai décidé de baisser mes ISO afin de maximiser ma dynamique dans les basses lumières et surtout moins de bruit. Donc j'ai essayé d'exposer mon log à 400 ISO. Ici quand j'ai allumé tout mon éclairage comme d'habitude, mais d'habitude je filme pas avec la RED, et ben j'étais correctement exposé à 800 ISO. Donc il faut maintenant que j'expose mon log avec un stop de moins, donc à 400 ISO. Et la question, c'est comment faire pour gagner un stop de lumière en plus. Là, en fonction de ta configuration, il y a plusieurs solutions. Le plus logique, si tu as de l'éclairage, c'est de monter d'un stop l'intensité lumineuse dans la pièce. Donc tu vas venir monter l'intensité de chaque projecteur. La deuxième solution, sur ta caméra, cette fois-ci, si elle dispose d'un double ISO natif et que tu n'es pas déjà sur la deuxième base, ça peut valoir le coup de passer sur cette deuxième base. Alors généralement, la deuxième base ISO, elle est à plus 2 stops. Or, nous, on avait besoin seulement de 1 stop de plus de lumière. Soit tu vas venir tout simplement fermer le diaphragme de ton objectif de 1 stop, mais ça peut impacter ta profondeur de champ. Ou autre solution, c'est de baisser l'intensité lumineuse de 1 stop dans la pièce, donc l'éclairage, le soleil, etc. Troisième solution, mais cette fois-ci moins propre, si ton objectif n'était pas pleinement ouvert, tu peux ouvrir encore plus ton objectif. Mais ça va impacter ta profondeur de champ, donc ça c'est quelque chose à savoir. En l'occurrence, si tu ouvres plus, tu vas avoir une profondeur de champ qui est plus faible. Sur les tests que j'avais fait en studio, donc en basse luminosité et où j'avais décidé de baisser mes ISO à 400 pour avoir une meilleure dynamique dans les basses lumières, effectivement on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus clean, avec moins de bruit, et ça c'est complètement logique puisque comme en définitive j'expose mon capteur avec un stop de plus, donc il reçoit plus de lumière, on se retrouve avec une image qui est plus propre. Par contre, si tu prêtes attention aux hautes lumières, donc ça va être mes lumières et puis la télé en arrière-plan, il se retrouve complètement cramé. Bon, ici c'était juste des lumières, donc c'est pas très grave, il n'y a pas grand chose à récupérer, mais si imaginons j'avais une fenêtre dans mon décor, là elle aurait été complètement cramée et ça aurait été un petit peu plus problématique si c'était une interview par exemple. À ce moment-là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être rester à 800 ISO, et puis s'il y a trop de lumière à l'extérieur, soit il aurait fallu mettre des filtres ND sur la fenêtre, donc c'est tout simplement des gélatines, ça s'achète et ça coûte quand même un petit peu cher, donc c'est pas pour n'importe quelle production. Ou sinon, comme je te l'expliquais dans le cadre du contre-jour, il aurait fallu monter l'intensité lumineuse dans le studio pour avoir une dynamique moins importante entre intérieur et extérieur. Si on part maintenant sur une autre scène complètement opposée à celle-ci, donc cette fois-ci de jour, où là j'ai décidé de monter mes ISO pour avoir une meilleure dynamique dans les hautes lumières, c'est finalement le même topo. Effectivement, j'arrive à avoir plus d'informations dans mes hautes lumières, donc ça c'est super, mais par contre si j'essaie de récupérer mes basses lumières, soit c'est plus compliqué, soit il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est vraiment un choix à faire au moment de la prise de vue. Donc finalement, tout ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, il faut bien comprendre que la dynamique, elle va pas du tout évoluer, c'est exactement la même. On n'a pas plus de dynamique en modifiant les ISO, mais c'est simplement la répartition en fonction du point de référence, le gris 18%. Et c'est peut-être même l'une des choses les plus importantes à comprendre dans cette vidéo, c'est le gris 18%.
où il se situe et comment s'en servir. À savoir que si ça t'intéresse cet objet-là, ça s'appelle un color checker, j'ai déjà fait une vidéo complète sur la chaîne. Le grid 18, c'est un point d'ancrage et c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux de la marge. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires. Mets un pouce bleu et abonne-toi pour soutenir mon travail, ça prend pas mal de temps d'écrire ce genre de vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!